Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Mali veut mettre sa jeunesse au cœur de sa révolution agricole, entrepreneuriat des jeunes pour l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture, sigle anglais IEFA, c'est le nom du nouveau programme qui vient d'être lancé. À l'initiative, il y a l'organisation non gouvernementale AGRA, entendez Alliance pour une révolution verte en Afrique. Le programme IEFA ambitionne de dynamiser la participation des jeunes et des femmes dans la transformation des systèmes alimentaires en Afrique. 7 pays sont concernés, dont le nôtre, offrir des opportunités concrètes aux jeunes et aux populations vulnérables. Telle est la finalité recherchée. Pourquoi et comment? Nous en parlons ce soir. Professeur Bokar Ahamadou Touré, bonsoir. Bonsoir, vous êtes le directeur pays donc de AGRA. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Alors, dites-nous, professeur Touré, pour commencer, c'est quoi cette révolution verte que vous appelez de tous vos voeux? Merci beaucoup, M. Konaté. Et je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez pour parler de AGRA et de son programme. Et merci infiniment pour profiter vraiment de votre plateau. Donc, AGRA, d'abord, maintenant, sur le plan communicationnel, on voudrait simplement le définir comme AGRA, sans définir ça comme alliance, comme pour la révolution verte. Pour la simple raison que la révolution verte il y a beaucoup de philosophie derrière. Et maintenant, en termes de branding, vraiment, on voudrait simplement dire AGRA. Ça, on veut beaucoup communiquer là-dessus. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans la révolution verte en tant que telle? En fait, on a de la révolution verte, maintenant, on est plus à la création. Oui, il y avait toute cette mouvance de révolution verte en Afrique. Peut-être on fera un petit aperçu sur la création de AGRA. Mais de plus en plus, on est, comme vous l'avez souligné, dans le système alimentaire, dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat agricole. Alors, quel genre de programme est-ce que vous développez concrètement dans les domaines que vous venez de citer? AGRA, comme ONG, organisation africaine dédiée vraiment à l'agriculture et au système alimentaire vraiment en Afrique, et vraiment dédié à la transformation de l'agriculture, mais aussi des systèmes alimentaires, en mettant les petits producteurs agricoles au cœur de son intervention. Donc ça a été créé en 2006. AGRA évolue sous forme de stratégie. Une première stratégie qui a commencé en 2006 jusqu'en 2016. Ensuite, une deuxième de 2017 jusqu'à 2021. Et nous sommes dans la troisième stratégie qu'on appelle AGRA 3.0. Donc, c'est de 2023 à 2028. Donc, nous avons plusieurs domaines d'intervention, mais nous faisons le faire-faire. Ce n'est pas AGRA même qui exécute les projets, mais généralement, on fait à travers des partenaires qu'on appelle des partenaires d'implémentation ou de mise en œuvre. Mais la porte d'entrée même des actions de AGRA ou des interventions, c'est fondé sur les politiques nationales, notamment la vision du gouvernement. On accompagne généralement le gouvernement dans la mise en œuvre de sa grande vision ou de sa politique dans le domaine agricole. Alors, mais pourquoi raisonner quand même petits producteurs, comme vous le dites, au moment où les autres raisonnent quand même grande superficie, grande production industrielle? Absolument. Oui, en fait, effectivement, c'est une très bonne question parce que si vous regardez le paysage de l'agriculture, notamment en Afrique, c'est vraiment des petits producteurs parce que compte tenu de leur capacité vraiment en termes de ressources foncières, généralement c'est des exploitations qui ne dépassent pas 2-5 hectares. Et on trouve aussi que la plupart de ces producteurs qui vraiment tirent l'économie nationale souvent, c'est en milieu rural, à 80%, souvent le cas du Mali. Et c'est des petits producteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens pour la mécanisation, pour les engrais, les intrants de façon globale. Donc, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, ça fait que vraiment, nous, on voudrait vraiment centrer nos actions sur ces petits producteurs pour vraiment les contribuer à cette vision aussi de les sortir de la pauvreté, mais aussi de contribuer à leur bien-être à travers l'amélioration de leurs revenus. Est-ce à dire que de votre point de vue, la mécanisation, l'industrialisation agricole aujourd'hui pour l'Afrique ne sont pas pour l'instant à l'ordre du jour? Absolument. Ce que AGRA est en train de faire, c'est que ça évolue selon les stratégies. Il y a une vraie dynamique qui se fait. Parce que vous savez, même si vous prenez l'histoire de l'agriculture aussi, il y a une bonne évolution qui s'est faite. Il n'est pas dit qu'on est dans l'agriculture familiale qu'on appuie, mais on est aussi dans l'agro-industrie. Parce qu'on s'est dit quelque part, tant qu'on n'a pas le secteur privé bien développé
pour tirer, comme on appelle l'économie, ça serait difficile de s'en sortir avec seulement des petits producteurs ou bien des petites surfaces ou des superficies à emblaver. Donc on essaye d'articuler comment on appuie ces petits producteurs à travers les contraintes majeures auxquelles ils font face, mais en même temps, on fait la promotion aussi de l'agro-industrie qui peut être encore des entreprises pivots qui ont plus de moyens avec la mécanisation, avec l'irrigation, avec tous les systèmes modernes aujourd'hui où on peut même utiliser des drones. Est-ce que vous voyez? Donc, on voudrait vraiment articuler ces deux approches pour qu'on ne laisse pas de côté les petits producteurs qui constituent quand même la majorité en termes de population, en termes de besoins, et qu'on puisse aussi les faire tirer par les innovations et les nouvelles technologies qui existent dans le domaine. Alors parlons concrètement de Agramali, professeur Touré. Depuis quand est-ce que l'ONG intervient au Mali et qu'est-ce que vous faites concrètement au Mali? Très bien, merci beaucoup. Donc au Mali, on intervient depuis 2007. Donc depuis 2007, la première stratégie de 2007 à 2016, concrètement, Agra a d'abord essayé de mettre en place ce qu'on appelle le fondement pour vraiment la promotion de l'agriculture durable. Et ce fondement, on s'est dit, la première chose, quand vous regardez les petits producteurs, ils ont des contraintes d'abord à accéder à des semences de qualité. La semence, vraiment, c'est le premier intrant qui souvent va au-delà de 30% dans la production. Donc on s'est dit, tant qu'on n'a pas de semences de qualité, c'est très difficile de faire révolutionner, si vous voulez bien, l'agriculture. Donc en ce sens-là, Agra a appuyé la recherche nationale, notamment l'Institut d'économie rurale, mais aussi les universités à travers l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche agricole, pour d'abord créer des variétés. Et les changements climatiques, vous savez, c'est une réalité dans le pays et dans l'Afrique. Donc on s'est dit, il faut trouver des variétés qui soient des variétés climato-intelligentes, qui puissent s'adapter à nos agroécologies. Et dans ce cadre, on a bien collaboré avec la recherche, l'université, qui ont mis en place beaucoup de variétés de nos cultures principales, nos chaînes de valeur principales, notamment le maïs, le riz, mais aussi le mil sorgho et le niébé. Voilà, donc on a concrètement travaillé avec la recherche à mettre à disposition d'abord des technologies, mais aussi des variétés qui soient adaptées aux conditions agroécologiques du pays. Donc, avant de pouvoir booster l'agriculture en termes de formation, mais aussi même dans l'élaboration de la politique agricole, on a beaucoup appuyé le ministère de l'Agriculture dans la conception, comment on appelle, de ces politiques pour qu'elles soient vraiment adaptées aux réalités, mais aussi en termes de formation et de renforcement des capacités de l'État à pouvoir mettre en œuvre ces politiques. Alors, comment est-ce que vous jugez aujourd'hui votre apport dans le système agricole du Mali? Oui, nous pensons que d'après les témoignages que nous avions fait une évaluation, chaque stratégie, à la fin de chaque stratégie, on fait des évaluations et vraiment notre apport est extrêmement important. C'est vrai que c'est des apports, comme on le dit, c'est catalytique. À une seule organisation, on ne peut pas s'attribuer l'ensemble des résultats ou des impacts, mais l'impact de Agra, que je peux réellement vous illustrer, c'est si vous regardez le paysage malien, de l'agriculture malienne aujourd'hui, vous voyez ces compagnies sémencières. La plupart de ces entreprises sémencières ont été mises en place par Agra. Et ça a développé un réseau d'agro-dealers qui font que vraiment on rapproche ces petits producteurs des semences, mais aussi des engrais de qualité. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a beaucoup marqué le système alimentaire et l'agriculture ici au Mali. Le fait de rendre disponibles ces intrants, notamment les semences, à travers tous ces réseaux d'agro-dealers, mais aussi à travers ce qu'on appelle des CBA, qui sont des agents communautaires villageois, qui peuvent vraiment délivrer ou livrer, comme on appelle ces services, jusqu'au niveau du dernier village. Alors, vous lancez à présent un nouveau programme. Parlez-nous du contexte et de ceux qui plaident pour le lancement de ce programme aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce programme que vous avez bien défini en prélude dans notre entretien, c'est-à-dire IEFA, c'est vraiment en partenariat avec la Fondation Mastercard. Donc, au niveau de ce programme, il y a 7 pays qui sont concernés par ce programme, dont le Mali, pour vraiment un financement de 350 millions de dollars
donc c'est aux environs plus de 200 milliards de francs CFA, que Agra, en partenariat avec la fondation Mastercard, voulait vraiment injecter pour vraiment donner des opportunités aux jeunes femmes, mais surtout aux jeunes hommes, et vraiment à saisir des opportunités dans l'entrepreneuriat agricole, ici particulièrement au Mali. Donc le lancement, si vous voulez, en termes de rationnel ou de rationnel derrière ce projet, c'est qu'on a vu que la jeunesse, c'est quand même une sorte de dividende démographique qui est là, elle est jeune. Et nous avons la jeunesse africaine de façon générale, mais aussi du Mali. Il y a une jeunesse très. La plupart de la population est constituée de jeunes, mais aussi on a des potentialités en terre, en eau. Plus cette jeunesse, avec une bonne formation, nous pensons que le secteur agricole pourrait être vraiment boosté, surtout en développant l'entrepreneuriat agricole qui peut allier non seulement au niveau de la production, mais aussi au niveau de la transformation, et la commercialisation pour que ça devienne réellement un business. Mais M. Touré, on se demande un peu, est-ce que c'est concrètement un projet de lutte contre le chômage ou un programme de développement agricole que vous lancez là, ou une fusion entre les deux? Je pense bien que c'est un projet de développement axé sur l'entrepreneuriat jeune pour vraiment donner des opportunités à ces jeunes vraiment de sortir de la pauvreté, mais aussi d'avoir des emplois décents. Donc, ça articule les deux. C'est-à-dire, on veut lutter contre le chômage des jeunes parce qu'on trouve que la jeunesse constitue quand même une bombe sociale si on n'arrive pas aussi à aider les pays à vraiment employer ces jeunes. Et une manière de pouvoir les employer, c'est vraiment les encourager à aller dans l'entrepreneuriat. Et avec ça, ils pourront vraiment créer beaucoup de revenus et employer aussi d'autres, des pairs, et vraiment participer à l'économie nationale. Mais est-ce que vous avez des objectifs chiffrés en termes d'emploi, de création d'emplois, en termes aussi de développement agricole? Est-ce que les objectifs sont quantifiés? Absolument. Nous avons des objectifs quantifiés au niveau du pays, c'est-à-dire de Agra, au niveau du Mali ici. Nous avons une portée de plus d'1 million, c'est-à-dire 1,42 million en termes de portée. C'est qu'on veut vraiment atteindre en termes de jeunes femmes et de jeunes hommes d'ici 2028. Et sur ces 1,42 million, nous voulons vraiment qu'au moins 500 000 soient vraiment au travail. Et que parmi ces 500 000, on vise d'ici 2028 260 000 emplois décents. Voilà, donc si vous permettez, voilà, pour l'emploi décent, il y a vraiment 2-3 critères qui sont vraiment clés pour nous. Il faudrait, dans un premier temps, le critère fondamental, c'est le revenu, qu'il soit vraiment un revenu fiable. Et en plus de ça, on a quelques marqueurs, notamment le respect pour ce métier, la réputation par rapport au métier, et enfin, il faudrait aussi que ça ait un sens pour le jeune qui pratique le métier. Donc, une fois qu'un des marqueurs s'ajoute au revenu stable, ça devient pour nous un emploi décent. Donc, on vise 260 000 d'ici la fin de la stratégie. En 2028. Emploi décent dans le domaine agricole. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'agriculture attire autant la jeunesse? Merci. On a fait le même constat que les jeunes ne veulent pas trop s'investir souvent en agriculture, et c'est cette tendance qu'on voudrait vraiment renverser en disant qu'il n'y a pas mieux que d'investir dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat agricole, parce qu'il y a des cas de succès et on pense que la jeunesse est vraiment un levier important qui, s'ils arrivent vraiment à s'investir dans ce domaine agricole, avec ces marqueurs dont j'ai parlé, pour montrer que je peux bien faire l'agriculture, réussir ma vie et n'envier à personne. Je ne sais pas si vous voyez. Ça aussi, c'est une des des dynamiques qu'on veut vraiment enclencher pour que les jeunes ne pensent pas que je vais faire l'agriculture partout ou l'entrepreneuriat agricole par défaut. Il faudrait vraiment qu'on puisse vraiment les sensibiliser et les engager à pouvoir vraiment s'investir là-dedans avec conviction que ça pourra vraiment les aider à trouver un travail décent et à améliorer leurs revenus. Mais comment est-ce que vous voulez les convaincre à aller dans ce sens? Par la seule sensibilisation? Non, on a plusieurs stratégies. Pour cela, nous avons
dans un premier temps, nous ciblons des emplois, ce qu'on appelle les chemins de l'emploi. Il y a plusieurs chemins de l'emploi. Il y a le premier niveau. Il y a 4 que je vais vraiment vous citer. Le premier chemin, c'est au niveau de la production. On sait bien que tout le monde ne peut pas se trouver à un niveau plus que la production. Donc, il y a certains jeunes qu'on veut vraiment sensibiliser à être au niveau de la production pour produire. Mais avant, en amont de la production, on les appuie avec les technologies, les bonnes pratiques pour qu'ils puissent améliorer le rendement. Une fois que le rendement est amélioré, il y a un surplus qui va se créer. Donc, ce surplus, on voudrait vraiment que ça soit transformé à travers des petites unités de transformation. Ça, c'est vraiment bien approprié pour les jeunes dames. Mais aussi que ça soit vraiment des entreprises qui s'installent pour des services. Donc là, on les appelle des agri-services. Donc là aussi, on trouve que c'est un deuxième créneau où les jeunes peuvent vraiment trouver beaucoup d'emplois. Un troisième créneau, c'est de créer des entreprises agricoles qui pourront vraiment attirer, et soit par l'auto-emploi, mais aussi pour être aussi des employés au niveau de ces entreprises qui pourront encore embaucher d'autres jeunes et par effet de levier qui pourront vraiment se propager. Et un dernier élément, c'est tout ce qui est emploi vert, que nous pensons il y a beaucoup de potentialités, notamment beaucoup sont dans des biofertilisants, dans le compostage, l'agroécologie, avec tous ces problèmes qu'on a avec l'environnement, la dégradation. On s'est dit qu'on pourra aussi encourager certains à pratiquer l'emploi vert. Et donc, selon ces 4 chemins, on pourra vraiment inciter les gens avec des subventions qu'on donne, mais aussi, comment on appelle, des consultations, mais aussi des réunions de haut niveau qu'on organise avec l'État, les donateurs, et les partenaires techniques et financiers, je vais dire, mais aussi d'autres organisations de développement qui sont là. On essaie de faire des synergies pour appuyer ces systèmes. Et s'ils ont des contraintes spécifiques par rapport à ces différents chemins, on est en synergie pour essayer de les aider à faire des plaidoyers auprès de l'État, mais aussi auprès des donateurs pour lever ces contraintes et créer un environnement favorable. Alors, on va en venir concrètement à ce que vous allez faire pour les jeunes, mais quand on parle de jeunes déjà, est-ce qu'on parle de jeunes diplômés ou de tous les jeunes, ou de jeunes ruraux? Merci. Pour ça, nous avons vraiment tous les jeunes, on commence déjà de 15 à 35 ans, sont ciblés par ce projet. Que ce soit des jeunes diplômés ou des jeunes vraiment dans nos communautés rurales. Donc vraiment, tout jeune qui est âgé de 15 à 35 ans, que ce soit une jeune femme ou un jeune homme, est concerné et ciblé par ce projet. Donc ça, c'est de façon générale. Et ce qu'on veut aussi, c'est qu'on voudrait vraiment qu'il y ait une certaine alchimie entre ces différents niveaux de jeunesse. Parce qu'il n'est pas dit qu'il y a des jeunes au niveau des communautés rurales qui ont des initiatives, qui peuvent entreprendre et ils sont plus proches encore de leur environnement de production. Donc on voudrait vraiment les encadrer et beaucoup de nos cibles sont vraiment dans ces milieux ruraux-là. Alors il est dit aussi que vous accordez une attention particulière aux déplacés et aux personnes handicapées. Expliquez-nous. Absolument. Là aussi, c'est par rapport au contexte. Nous avons dit une de nos approches ou un des principes clés, c'est de n'exclure personne. Et l'inclusivité, le genre et l'inclusivité vraiment sont des 2 approches qui sont au centre de toutes nos interventions. Et c'est dans ce cadre qu'on voudrait vraiment mettre un accent particulier, notamment au Mali. Ici, on savait le contexte, il y avait beaucoup de déplacés internes à cause de la sécurité, de la situation du pays. Donc on s'est dit qu'ils ne doivent pas être marginalisés parce qu'ils sont des déplacés. Ça, c'est un premier aspect. Les personnes vivant avec le handicap, la même chose. Ils peuvent avoir leurs idées, ils peuvent entreprendre. Donc on s'est dit, pour question d'inclusion, on ne laisse personne de côté et il faudrait vraiment une stratégie. Et le projet cible au moins 6% pour intégrer ces couches vulnérables au niveau de ce projet en termes de, pas simplement des bénéficiaires, mais qu'ils soient vraiment actifs et qu'ils soient partenaires ou qu'ils puissent vraiment porter eux-mêmes les projets qu'on va subventionner. Et 6% de personnes handicapées. Oui, et de déplacés internes. Et de déplacés internes. Oui. D'accord. Est-ce que le projet va couvrir l'ensemble du territoire national? Quelle est la couverture? Oui, pour la couverture, Agra, ici au Mali, on a intervenu pendant les 2 stratégies dans 3 régions clés, selon le découpage ancien. C'était Ségou, Sikasso et Koulikoro. Maintenant, on a la stratégie 3.0 l'a élargie à Mopti et à Kaï. Mais actuellement, pour question de pouvoir vraiment avoir plus d'impact dans cette stratégie,
on a d'abord concentré les efforts sur les 3 régions, Sikasso, Koulikoro et Ségou. Avec vraiment Bougouni, Koutchala et les autres avec la nouvelle répartition, c'est aussi en charge, c'est pris en charge. Donc, mais spécifiquement, on est pour le moment dans ces 3 régions, mais avec la possibilité d'aller progressivement dans les régions de Mopti et de Kaï aussi, où s'il y a des initiatives. Donc, dans les 5 régions, Kaï, Mopti, Ségou, Sikasso et Koulikoro, l'ancien découpage, on intervient jusqu'au niveau village. Alors, vous faites allusion à cette stratégie 3.0. Expliquez-nous en quelques mots. Oui. La stratégie 3.0, vraiment, c'est pour vous dire l'évolution aussi des AGRA comme organisation. Comme je l'ai dit, la première stratégie a beaucoup mis en place les fondements en termes de semences, d'intrants et d'appui au système. La deuxième stratégie a plus utilisé une approche qu'on appelle l'approche consortium, parce qu'on a vu que quand ces projets sont pratiquement isolés, l'impact et l'effet n'est pas visible. Donc, on a adopté une approche en consortium. Et la troisième stratégie a surtout mis l'accent sur 2 choses. La première, c'est de pouvoir appuyer le système, parce qu'on s'est dit qu'il y a plusieurs agents de développement, l'État, les privés, les ONG, les associations, les jeunes eux-mêmes. Donc, il faut créer un écosystème où on peut vraiment faire des mutualisations et des synergies pour plus d'impact. Ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est vraiment création d'emplois dignes. Et c'est là où on a ciblé aussi ces 1 42 500 000 et 260 000 emplois décents. Donc, sur cette troisième stratégie est surtout axée sur comment saisir les opportunités pour les jeunes, pour créer de l'emploi et comment favoriser le système, créer un environnement favorable pour que le système soit favorable vraiment à des synergies, à des mutualisations avec d'autres partenaires. Alors, M. Touré, parlons de vos moyens d'action. La démarche, si j'ai bien compris, c'est d'abord un appel à projet que vous avez lancé. Expliquez-nous. Oui, absolument. Donc, je voudrais vous rappeler, M. Konaté, que nous avons la signature de cette convention pour le Mali a eu lieu en novembre 2024 jusqu'en fin d'année 2024. Donc, après ça, nous avons entrepris un certain nombre d'activités qu'on appelle de démarrage. Donc, dans ça, on a d'abord lancé un appel à projet. Et cet appel à projet, on l'a lancé de façon ouverte, où on demande vraiment à tous ceux qui ont la possibilité, des entreprises ou des jeunes qui ont des possibilités de soumettre des projets, qu'ils puissent les soumettre. Et on en a reçu une douzaine en termes de concept notes, on les appelle des notes conceptuelles. Actuellement, nous sommes en train, avec une équipe qui est venue du siège pour nous appuyer, de co-créer, comment on appelle ces projets. Le processus, c'est comme ça. On lance le projet, on reçoit les réponses et on réunit, comment on appelle, une équipe ad hoc qui vient généralement de Nairobi et des régions Accra et autres pour venir appuyer le pays. Et on co-crée avec les partenaires de mise en œuvre. Alors, quand vous parlez de co-créer, ça veut dire que les jeunes envoient des idées et vous créez le projet ensemble. Exactement. D'accord. Exactement. OK. Ils envoient les idées et on les invite dans des ateliers. On est dans cet atelier-là jusqu'à le vendredi demain. Vous voyez, donc on les invite, ils viennent et c'est avec nous, ils partagent les idées, ils partagent les contraintes et on fait le montage du projet ensemble jusqu'à ce qu'on pense que c'est vraiment un projet qui est bancable. Et là, en tant que directeur pays, on le porte au niveau de notre, comment on appelle, instance de subvention pour défendre ses idées et puis contractualiser avec ceux qui passeront. Alors, quand vous contractualisez, quel accompagnement est-ce que vous apportez à ces initiatives? Oui, une fois contractualisé, on a une équipe ici au Mali, mais aussi l'équipe technique qui vient chaque 3 mois. Il y a le deal team, ce qu'on appelle l'équipe ad hoc là qui vient. On accompagne beaucoup en termes de renforcement des capacités, de formation, de coaching, de mentoring, mais aussi de mise en relation. Parce que le réseautage est important et on pense que l'innovation et que les jeunes là détiennent déjà cette technologie. Donc, on essaye aussi de les mettre en relation avec des institutions financières, avec d'autres projets
pour vraiment saisir des opportunités, parce que la plupart des problèmes qui sortent, c'est aussi des problèmes liés à des financements ou bien des problèmes liés à des intrants de qualité. Donc, on fait cette mise en œuvre en termes d'appui, mais aussi surtout la formation et la sensibilisation sur leur rôle en tant que jeunes à pouvoir être le moteur de ces changements. Mais est-ce que vous incitez les jeunes à aller de manière collective ou de manière individuelle? Oui, là, on n'a pas exclu, mais on encourage beaucoup cette synergie, qu'il soit vraiment... c'est pourquoi on travaille beaucoup avec leurs plateformes, généralement, là, les associations et plateformes de jeunesse, comme le Conseil national ou Conseil régional de la jeunesse, ou bien APEJ, ou bien toutes ces structures, que ce soit de l'État ou privé, qui réunit un certain nombre de jeunes. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour pouvoir donner plus d'impact. Mais ça n'exclut pas aussi des idées isolées qui sont intéressantes, qu'on peut vraiment développer, appuyer à développer, et avant de les structurer encore mieux. Mais l'appel à projet, il est clos maintenant? Oui, il est clos, on est en train de co-créer. D'accord. Actuellement, on est dans la co-création. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire que vous allez travailler pendant les 5 ans, par exemple, uniquement avec sur ces 12 projets? Oui, pour le moment, les 12, ce n'est pas évident que les 12 soient retenus. Mais une fois on a la possibilité de lancer encore d'autres appels à projets, parce qu'on en a fait 2. Le premier appel était vraiment à des partenaires qui peuvent aussi soit faire des collaborations avec la jeunesse, mais le deuxième appel, c'est plutôt dédié aux jeunes, qu'on voulait organiser ça sous forme de concours, hein, si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire les plateformes des jeunes et les jeunes qui sont organisés, on les demande vraiment de donner les idées innovantes, et sur ces idées innovantes, on va vraiment les co-créer aussi et les donner des appuis. On a prévu, un exemple concret, hein, on a prévu de donner par exemple à une idée innovante $100,000. Donc, si l'idée est vraiment innovante, on donne $100,000 pratiquement à l'idée pour pouvoir vraiment la concrétiser. Donc là aussi, les deux vont parallèlement. Mais tout au long de l'année, on co-crée et on fait des appels. Jusqu'au moment où, vous savez aussi, au Mali, on est à une seule saison. Donc, pour cette saison, on est en train de co-créer pour qu'on ait des projets qu'on puisse mettre en œuvre à partir de l'hivernage pour tout ce qui est production. Mais aussi, il y a aussi d'autres actions d'après-récolte, mais aussi de commercialisation et de transformation où on emploie aussi des jeunes. Mais l'appel peut durer vraiment pratiquement jusqu'à la première année, parce qu'on veut vraiment engager toutes les ressources dont on dispose pour qu'on puisse se concentrer sur la mise en œuvre. Alors, pour le jeune qui vous écoute aujourd'hui et qui, à partir de maintenant, a envie d'aller vers vous, est-ce qu'il y a une possibilité ou bien c'est clos? Pour le moment, jusqu'à présent, nous recevons les idées. Les idées sont là. Maintenant, puisque l'hivernage est proche, on voulait ce premier tour-là vraiment faire ça, et puis jusque-là, on est ouvert à des idées de projets qui arrivent ou à des initiatives des jeunes. Et c'est pourquoi dans les concertations régionales et nationales qu'on a tenues, on a vraiment encouragé les jeunes à soumettre des idées. Et par rapport à ça, on a développé un QR code qu'on a partagé avec eux, avec les termes de référence que les plateformes des jeunes et ces associations ont. Donc, ils vont vraiment nous envoyer les idées, et je pense que la porte n'est pas fermée pour ça. D'accord. Parlons un peu de cette cérémonie de lancement où vous avez réuni des jeunes de plusieurs régions du Mali, des acteurs du monde agricole. Vous avez écouté, entendu la jeunesse. Qu'est-ce qui en ressort en termes d'aspiration, mais aussi de contraintes pour les jeunes? Merci beaucoup. Ces concertations, il faudrait reconnaître d'abord que ça a été vraiment un succès, et on profite de votre plateau et micro pour remercier vraiment l'ensemble des jeunes du Mali qui ont vraiment répondu à ces appels-là d'échange. On a commencé d'abord par les concertations régionales à Ségou, Sikasso, Koulikoro, qu'on a combiné avec Bamako. Et vous voyez, sur ces 3 régions, pratiquement, on a mobilisé près de 400 jeunes qui ont vraiment d'abord échangé avec nous sans limite, vraiment leurs contraintes, mais aussi ils ont donné vraiment des ébauches, des solutions à ces contraintes et des recommandations spécifiques qu'ils ont aussi adressées à l'État, aux partenaires, aux ONG comme AGRA et à tous les acteurs du développement. Donc ça nous a permis réellement de les écouter. Et en les écoutant, ce qui sort majoritairement comme contrainte, c'est surtout l'accès au financement. C'est revenu plusieurs fois. L'accès au financement revient.
Et la formation, les compétences. Parce que souvent, nous avons nos universités qui travaillent très bien, ils forment avec des modules ou en tout cas un contenu qui est très bien, mais souvent, il y a un déphasage entre ces compétences et les besoins du marché. Ça fait que le chômage de ces jeunes diplômés est très élevé. Donc, il y a eu quelques contraintes qui sont sorties par rapport aux capacités. Et ensuite, il y a eu aussi beaucoup de contraintes qui sont sorties par rapport à l'environnement favorable qu'ils veulent vraiment améliorer à travers l'État et ses partenaires pour qu'ils aient vraiment un environnement qui puisse être favorable à l'entrepreneuriat jeune. Voilà, donc globalement, ce sont ces contraintes qui sont sorties. Mais en termes d'inspiration, la première chose qui nous rassure, c'est qu'on a vu l'engagement de ces jeunes et on a vu effectivement aussi qu'ils sont vraiment très motivés à s'investir et à vraiment faire face à ces contraintes-là. Maintenant, toutes ces contraintes liées à l'accès, par exemple, au financement, on pense que c'est là où AGRA donne ces subventions qu'on appelle des subventions catalytiques, qu'on peut vraiment faire pour accompagner ces jeunes, mais aussi pour accompagner, comment on appelle, leur initiative. Et on ne voulait pas le faire seul. C'est pourquoi on avait mobilisé, si vous vous rappelez, le 10 mars passé, vraiment le gouvernement, que je profite vraiment pour saluer, vraiment la présence effective de beaucoup de membres du gouvernement ici, à cette occasion, qui ont vraiment partagé la vision des départements et du Mali sur l'emploi jeune et ce que le gouvernement peut faire pour les accompagner. Et on a invité des donateurs, des partenaires techniques et financiers qui ont aussi dit vraiment leur volonté d'accompagner ces jeunes, et plus eux-mêmes avec leurs fêtières et leurs associations et leurs plateformes qui se sont engagés vraiment à s'y mettre. Alors, M. Touré, pour terminer, vous lancez un projet pour 5 ans. Hein. Quels résultats est-ce que vous attendez concrètement au bout de 5 ans? Au bout de 5 ans, vraiment, on attend à ce que l'entrepreneuriat agricole pour les jeunes femmes et les jeunes hommes puisse vraiment être une réalité dans ce pays et qu'on puisse dire qu'on a atteint aussi ces cibles-là qu'on a visées de 1 million, mais aussi surtout de 260 000 emplois décents. Ça, c'est vraiment notre souhait le plus ardent. Mais ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'on voudrait surtout faire beaucoup d'appels aussi aux partenaires, mais au gouvernement et aux jeunes eux-mêmes, pour qu'ils prennent conscience du potentiel souvent inexploité qu'ils constituent. Parce que vraiment, c'est une dividende qu'il faut explorer. Donc, nous pensons qu'à la fin de ce projet, les jeunes du Mali, les jeunes femmes et les jeunes hommes vont vraiment saisir cette opportunité qui est là pour vraiment les permettre vraiment d'abord de faire voir leur voix en termes de gouvernance, en termes de développement qui les concerne, mais aussi en termes d'initiatives qu'ils ont pour entreprendre, qu'on puisse vraiment les accompagner. Pour qu'on puisse vraiment les sortir de la pauvreté et du chômage, mais aussi contribuer à l'économie nationale. Merci, M. Touré, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.